Il est 9h05, on va commencer. Donc bonjour, donc merci d'être là pour le webinaire de présentation de notre appel à projet du Fonds social européen sur le changement d'échelle de projets portés par des entreprises de l'ESS. Je suis Solène Jourdain, je suis la responsable de l'organisme intermédiaire du Fonds social européen à la VISE et je suis avec Michael Barth qui est le responsable du pôle changement d'échelle et avec qui on va vous présenter cet appel à projet ce matin. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des informations, vous pouvez les mettre dans le chat. Et pour toutes les questions plus spécifiques à l'appel à projet, merci de les mettre dans le module questions-réponses et on y répondra plutôt à la fin du coup du webinaire. Donc je vais vous commencer par un petit mot d'introduction sur le FSE et ensuite je laisserai la parole à Michael Barth et ensuite on fera la session de questions-réponses. On a prévu 1 heure pour ce webinaire. Donc un petit rappel pour ceux qui connaissent pas très bien le FSE. Donc on est sur un appel à projet qui est cofinancé par le Fonds social européen. Le Fonds social européen, c'est un des 5 fonds structurels et d'investissement de l'Union européenne avec le FEDER, le Fonds de développement régional, le FEADER, le Fonds de développement agricole pour le développement rural, le FEAMPA pour tout ce qui est lié au projet de maritime et pêche, et le FTJ, le Fonds de transition juste. Donc, ces 5 fonds visent à réduire les écarts de développement entre les régions des États membres de l'Union européenne. Et plus spécifiquement, le FSE, lui, soutient 3 grandes priorités liées à l'accès à l'emploi, l'éducation, la formation et l'apprentissage et l'inclusion sociale, qui nous concernent plus spécifiquement par rapport à cet appel à projet et à l'ESS en général. Tous les projets européens, enfin tous les projets cofinancés par des fonds européens doivent atteindre l'un des 4 objectifs de l'Europe sociale d'ici 2030. Donc en termes à la fois d'emploi, de formation, d'inclusion et de changement climatique. Donc pour l'emploi, l'objectif de l'Union européenne, c'est qu'au moins 78% des personnes soient en emploi. En termes de formation, qu'au moins 60 personnes des adultes suivent une action de formation chaque année. Et d'inclusion, de réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées d'exclusion sociale ou de pauvreté, dont 5 millions d'enfants. Et aussi un objectif de changement climatique et de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Donc voilà, ça c'est les objectifs de l'Europe sociale. Et nous, à notre niveau, notre appel à projet participe aussi à atteindre l'un de ces 4 objectifs. Quelques grands principes sur la gestion des FESI, si vous ne les connaissez pas très bien. Donc on est sur des programmations pluriannuelles de 7 ans. Là, on est sur la programmation 2021-2027, donc on arrive déjà à la fin de cette programmation. L'idée, c'est pas que les FESI se substituent aux dépenses structurelles des financements publics, mais sont bien en complémentarité, donc dans une démarche de projet. Donc en fait, c'est pour ça que le FSE intervient en cofinancement. Et l'objectif, c'est que les porteurs trouvent un cofinanceur pour financer les projets. Là, cet appel à projet, par exemple, est cofinancé à 40% maximum. Donc, le montant FSE, le taux FSE du projet est de maximum 40%. Donc, c'est à vous d'aller trouver les 60% complémentaires pour cofinancer ce projet. Ça peut aussi être des fonds propres. Ensuite, un des principes du FSE, c'est qu'il vient en remboursement. Donc, les paiements sont effectués à la fin, une fois que les dépenses sont réalisées. Donc, même s'il peut y avoir, même si là, dans notre cas, il y a une avance en début de projet, c'est chaque année, une fois que vous avez du coup dépensé il y a eu des dépenses en lien avec le projet que vous pouvez déposer un bilan et faire et demander un remboursement du coup des dépenses. Donc ça, il faut anticiper en fait ce paiement, avoir assez suffisamment de trésorerie pour pouvoir avancer les fonds sur 1 an et demi en moyenne. Ensuite, oui, il y a le principe d'incitativité, mais qui nous concerne moins que, bon, enfin, c'est ça, un principe un peu parce que les projets européens peuvent être rétroactifs, mais la seule règle, c'est qu'ils ne soient pas finis au moment où vous déposez votre projet.
Là, c'est pas le cas parce que les projets pourront démarrer à partir du 1er janvier 2026. Et il faut aussi assurer évidemment la pérennité des réalisations, parce que c'est des projets sur 2 ans, enfin là actuellement 2 ou 3 ans, mais il faut aussi du coup anticiper en fait la suite et avoir du coup voilà, prévoir comment rendre ce financement pérenne une fois que le financement FSE est terminé. Ensuite, le FSE demande aussi des indicateurs. Donc, ces indicateurs de performance sont liés aux entités. Donc, c'est aussi, il faut les anticiper, de pouvoir euh, objectiver un peu les résultats avec des indicateurs. Et puis, il y a un principe de contrôle où les dépenses sont faites, enfin, chaque année, quand vous déposez votre bilan, les dépenses sont contrôlées. On vérifie du coup leur éligibilité. Donc, il peut y avoir des rejets en fait face à certaines dépenses qui pourraient ne pas être complètement éligibles à l'appel à projet ou à la période. Ce qui fait que en fait, entre le montant qui va être attribué en début de projet, enfin qui est conventionné, il peut y avoir en fait un écart qui est souvent avec le montant que vous allez effectivement recevoir une fois le projet réalisé, parce que du coup, le remboursement se fait vraiment au réel des dépenses constatées. Bon, voilà, ça c'est un peu vous avez aussi en tête les grands principes, hein, des spécificités des projets européens, mais on y reviendra dans un second webinaire où on entrera vraiment dans le détail de ces principes. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le FSE, c'est simplement une introduction assez générale et très rapide. Si déjà vous connaissez mal le Fonds social européen et le Fonds européen, avant de vous lancer dans l'appel à projet, je vous invite à lire notre guide pratique sur comment fonctionne le Fonds social européen. Donc voilà, donc voir comment il fonctionne et aussi vous préparer déjà à gérer un projet cofinancé par le FSE. Mais dans l'immédiat, on va se concentrer. Ah oui, et donc le webinaire qui sera plus spécifique sur le renseignement de la demande de subvention FSE et donc euh, et qui rentrera du coup plus dans le détail sur toutes les règles de gestion du FSE, sera à la rentrée le jeudi 4 septembre à 9 heures. Donc vous pouvez déjà vous inscrire, il y a le lien qui est sur notre site internet. Et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas, on vous le remettra. Et on va tout de suite rentrer dans ce qui concerne plus spécifiquement ce webinaire ce matin, qui est la présentation des appels à projets, donc des actions attendues et les critères d'éligibilité. Et je vais laisser la parole à Mickaël. Merci. Merci Solène, bonjour à toutes et à tous. Donc on va prendre quelques minutes pour revoir l'appel à projet. Donc voilà, c'est juste sur les slides remettre l'essentiel de l'appel à projet. Je vais pas tout relire et tout redire, mais aller directement sur les informations importantes et surtout peut-être clarifier certains points à l'écrit. Bon, voilà, ça passe des fois mieux à l'oral et surtout l'intérêt c'est de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à compléter la présentation avec le module questions-réponses si vous avez des doutes ou des besoins de clarification sur à la fois la philosophie, j'ai envie de dire, d'appel à projet, ce qu'on a voulu mettre derrière, ce qu'on compte financer, et puis sur des éléments de compréhension textuelle, sémantique, ce genre de choses. Sur cet appel à projet, donc c'est le troisième qu'on lance sur les questions de changement d'échelle. On en avait un en 2021 qui finançait toutes les stratégies. On en a relancé un en 2023 qui a financé les stratégies d'essaimage. Celui-ci est encore un peu plus précis, serré, puisqu'il vise à soutenir du changement d'échelle par stratégie d'essaimage. Je reviendrai dessus. Uniquement sur deux, alors on appelait ça défi, pour pas utiliser le terme secteur d'activité ou thématique qui peut être enfermant, mais voilà, donc on vise deux défis particuliers, deux secteurs, deux thématiques, où il y a des enjeux assez forts, que sont l'économie circulaire ou la ruralité. Donc il n'y a pas d'obligation à avoir une innovation sociale, un projet que vous voulez essaimer qui réponde aux deux à la fois, ce serait un peu trop compliqué, mais voilà, après ça peut être le cas aussi, hein, bien sûr, c'est pas du tout un problème. Mais là, on est vraiment sur une approche de sélection entre un des deux défis qui sont présentés dans l'appel à projet.
Pour revenir sur la partie essaimage, nous, ce qu'on va chercher à financer par cet appel à projet qui est national, c'est du coup des projets qui ont un impact au niveau du territoire, qui s'inscrivent, qui s'ancrent sur des territoires. Et ça peut se faire de deux manières. C'est pour ça qu'il y a deux actions attendues, telles que nous, on le conçoit en tout cas à la VISE. La première, c'est via des stratégies de duplication, c'est-à-dire répliquer votre savoir-faire, votre fonctionnement sur de nouveaux territoires, avec ça peut prendre différentes formes, hein. Là-dessus, on n'a pas de préférence de notre côté. C'est ce qui est le plus pertinent par rapport à votre organisation, votre stratégie, votre ambition. Mais donc, dans duplication, on peut mettre derrière création de filiales, d'antennes sur de nouveaux territoires. On peut mettre de la franchise sociale. Voilà, ça peut être ce type de duplication. Et donc, les actions qui sont éligibles pour l'appel à projet, c'est les actions nationales de structuration, ingénierie, pilotage de ce changement d'échelle par duplication, de manière à pouvoir aller sur de nouveaux territoires et donc essaimer votre projet qui répond à un enjeu d'économie circulaire ou de ruralité sur de nouveaux territoires. L'autre manière de le faire de manière plus souple, c'est ce qu'on appelle nous la fertilisation. Qui entre ici plutôt dans des logiques de transfert, donc c'est-à-dire c'est pas forcément vous qui allez opérer le projet sur de nouveaux territoires, mais vous allez transmettre un savoir-faire à des opérateurs sur de nouveaux territoires pour augmenter votre impact et s'assurer que le projet s'installe sur le territoire. Donc là, il peut y avoir des logiques de formation, il peut y avoir des logiques open source, ça peut être des logiques de transfert voilà, par voie contractuelle avec des acteurs qui peuvent être de nature très variée. On n'a pas un regard particulier là-dessus. Ça peut être des porteurs de projets, ça peut être des acteurs associatifs, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités territoriales. Voilà, en tout cas, on est sur une logique de diffusion qui permet au projet de s'installer dans de nouveaux territoires. Donc, que ce soit de la duplication, de la fertilisation, les deux stratégies sont éligibles dans le cadre de cet appel à projet, et il peut y avoir aussi un mix des deux. On sait très bien que certains projets ont des stratégies duales, voire triples, et donc c'est tout à fait possible, si c'est bien expliqué et pertinent par rapport à ce que vous faites, de présenter des actions qui émargent à la fois sur de la duplication et de la fertilisation. C'est des choses tout à fait compréhensibles pour nous. Il faut juste bien l'expliquer, effectivement. Donc fertilisation, on parle, comme c'est écrit ici, d'action, encore une fois, structuration, ingénierie, pilotage, visant à faciliter le transfert du projet impact social sur de nouveaux territoires. On peut passer à la slide suivante, qui précise un peu plus oui, ce qu'on attend par les différents défis. Donc, donc là, on s'est basé hein, sur des éléments déjà existants. On n'a pas réinventé ce que c'était que l'économie circulaire ou la ruralité. Sur la partie économie circulaire, on s'est basé sur les travaux de l'ADEME. Donc on a remis ici les 7 piliers d'économie circulaire. Donc on n'attend pas, on a déjà eu la question, que les réponses apporter, répondre à tous les piliers ou à un nombre de piliers en particulier, mais bien à un des piliers qui sont affichés ici. Ça peut être dans les questions d'achat responsable, approvisionnement durable, ça peut être les questions d'éco-conception. Donc voilà, si votre projet s'inscrit dans l'éco-conception, c'est éligible, même s'il ne marche pas sur les autres parties. Après, si vous avez une réponse qui répond à différents, on va dire, différents piliers. Bien sûr, faut pas s'en cacher pour autant dans la réponse à l'appel à projet. L'idée, c'est que vous n'ayez pas à dénaturer votre projet pour répondre, mais que vous puissiez, par contre, bien nous expliquer sur quel pilier s'inscrit votre projet de l'économie circulaire. Parce que c'est un peu notre grille de lecture qu'on va prendre pour cet appel à projet. Voilà, donc si vous émargez sur cet appel à projet à la partie économie circulaire, nous, on va faire le travail de compréhension, de voir sur quel pilier vous êtes et voir si c'est pertinent par rapport à la stratégie. Et j'en profite pour répondre à une question qui était déjà sur le chat, sur la partie au cœur de la stratégie, enfin essaimage de structure ou essaimage de projet en fait, hein, savoir de quoi on parle. C'est vrai que dans l'écriture de l'appel à projet, on était plutôt sur essaimage de la structure, hein, la structure qui porte une innovation sociale qui est en son cœur et qui se déploie dans de nouveaux territoires, soit d'elle-même, soit en transférant encore une fois. Après, on n'est pas complètement fermé à SMH de projet si c'est vraiment, voilà, si c'est pas une activité annexe, si c'est pas une nouvelle opportunité déclenchée via cet appel à projet, mais si c'est bien au cœur de vos stratégies. Ça, c'est des choses qui peuvent être éligibles dans le cas de cet appel à projet. Voilà, donc pour finir sur les 7 piliers, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable,
tout ce qui est sur la durée d'usage, hein, réemploi, upcycling, ce genre de choses, et le recyclage. Donc ces aspects-là, c'est ce qu'on cherche à financer et ce qu'on entend sur la partie économie circulaire. Sur ruralité, c'est la slide suivante. Là, on se base sur les travaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc là, on va viser à financer des projets, alors pas un projet qui essaime en ruralité, mais plutôt, c'est pas ça qu'on va chercher à financer, c'est vraiment des projets qui s'inscrivent en réponse, avec un impact social sur les enjeux de ruralité et qui veulent essaimer. C'est vraiment ça qu'on va chercher à financer, c'est important de le préciser dans le sens là. Et donc par ruralité, on se base sur les travaux de l'ANCT comme je disais, donc ça a été des projets qui s'inscrivent en réponse là où, à des enjeux de ruralité, c'est-à-dire là où il y a plus de 50% de la population qui se situe en zone très peu dense. Et sur le portail de l'ANCT, il y a, si voilà, si vous voulez vraiment flécher, regarder, il y a une cartographie dynamique qui existe pour avoir tous les territoires qui s'inscrivent en ce sens-là. Donc voilà, si on a si nous on a un doute ou on a l'instruction sur votre projet par rapport à sa notion de ruralité, on se basera là-dessus pour voir si oui ou non votre projet s'inscrit bien en réponse aux enjeux de ruralité. Mais donc voilà, encore une fois, on n'a pas inventé un nouveau concept autour de ça. Ça, c'est sur les deux défis qu'on vise à travers cet appel à projet, sur les éléments qu'on attend et ce qu'on va regarder spécifiquement pendant le travail d'instruction. C'est la maturité, que ce soit au niveau de votre projet, donc vérifier qu'il y a une preuve de concept qui a été atteinte. Encore une fois, l'appel à projet vise pas à créer une opportunité de développer un nouveau projet, mais plutôt d'essaimer un projet qui est mature, donc là où un projet où l'impact social est au cœur de l'activité, où il est stratégique et où c'est voilà objectivé sur le fait qu'il y a déjà des preuves d'impact avérées, que ça répond à un besoin social avéré. Il y a la dimension maturité aussi organisationnelle, donc s'assurer que vous avez les capacités de le déployer dans de nouvelles régions, aussi bien d'un point de vue modèle organisationnel. Donc on va regarder comment vous êtes organisé par rapport à cette question d'essaimage au niveau national, votre modèle économique, savoir s'il est assez robuste pour porter cet essaimage. L'idée, c'est pas de mettre en difficulté hein, en déployant, c'est de s'assurer que vous avez les bases solides pour déployer dans de nouveaux territoires. Et bien sûr, par rapport à l'aspect FSE, le suivi administratif financier, c'est des points qu'on regarde aussi hein, en termes de maturité d'organisation. Troisième point, c'est regarder un petit peu, qui dit essaimage territorial dit s'assurer que il y a bien une demande aussi sur les territoires. Donc tous les éléments qui permettent de attester que votre solution est entre guillemets attendue, qu'elle répond à un impact dans de nouveaux territoires où vous n'êtes pas encore. Ça, c'est des éléments qu'on va regarder. Alors, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être des diagnostics territoriaux en pièces complémentaires, ça peut être des lettres de soutien, ça peut être des faisceaux d'indices. Voilà, on n'a pas un élément, une pièce en tête spécifiquement pour prouver que il y a une demande d'autres territoires pour voir votre projet s'installer. Mais on va, par contre, voilà, on n'a pas un élément type en tête. Par contre, on va analyser s'il y a bien quelque chose, et donc à vous d'apporter alors les preuves ou le faisceau d'indices pour nous aider à comprendre que oui, si vous essaimez demain, ça répond bien à un besoin social avéré dans de nouveaux territoires sur la base de ce que vous avez déjà fait sur un territoire existant. Et le dernier point qu'on va regarder de près, c'est bien sûr la stratégie que vous avez pour vous déployer. Euh, L'idée, encore une fois, là, c'est de s'assurer qu'on finance bien des projets qui ont la capacité de se déployer. Donc voilà, au-delà de la maturité et le fait qu'il y a des territoires qui sont en attente par rapport à votre projet, comment vous êtes organisé vous en termes de stratégie pour soit dupliquer, soit fertiliser. Donc le choix que vous avez fait en termes d'organisation et la stratégie de changement d'échelle, c'est intéressant pour nous pour vérifier la capacité que vous avez et puis la vision que vous avez par rapport à votre projet pour le déployer le plus largement possible et donc pour avoir l'impact le plus grand possible par ailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder de manière assez détaillée. Je veux bien la slide suivante, ouais. Et donc, pour revenir sur les critères d'éligibilité, donc ils n'ont pas bougé sur la partie structure hein, par rapport à la dernière fois. On est sur toute structure de l'ESS qui peut candidater. Sur l'aspect temporel, donc on est sur 12 à 24 mois et jusqu'à 36 mois par voie d'avenant, avec un démarrage des opérations qui peut se faire que à partir du 1er janvier 2026.
Et sur la dimension nationale, on en parle depuis le début. Donc, comme on est sur l'essaimage, on vous demande pas ce que vous soyez déjà sur tous les territoires, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, il faut que le déploiement se fasse sur au moins 2 régions administratives pour pouvoir émarger en tant que projet d'intérêt national, de dimension nationale, pour le dire comme ça. Et sur la partie financière, on est sur un minimum, j'insiste, c'est vraiment le minimum de FSE, 200 000 euros pour votre projet de déploiement, avec un cofinancement à 40% comme ça a été précisé. Donc ça veut dire que on est sur un montant minimal du projet éligible de 250 000 euros. Mais encore une fois, c'est un minimum. Et là, je te repasse la parole, Solène. Sur la partie dépenses et taux forfaitaires qui permettra aussi de répondre à une des questions qui est dans le chat. Donc d'habitude, plus couramment dans nos appels à projets, propose qu'un seul forfait, qui est le forfait de 40%. Là, on a ouvert la possibilité d'avoir deux forfaits. Donc les forfaits, en fait, c'est celui de 15%. Donc on a celui de 15% et celui de 40%. Donc là, vous voyez, on a un petit tableau en exemple. Donc en fait, vous avez un plan de financement au réel. Donc vous voyez dans la colonne plan de financement au réel. Si on prend le cas du forfait de 40%, en fait, dans votre plan de financement, vous allez déclarer uniquement les dépenses de personnel au réel. Donc, vous allez déclarer les salaires bruts chargés et le temps passé sur le projet. Et ensuite, automatiquement, en fait, vous avez l'équivalent de 40% du montant qui complète votre budget global et qui doit pas être justifié. Donc, vous avez uniquement à préciser quel type de dépense il y a, mais sans indiquer le montant. Et ensuite, il y aura pas de pièces à fournir. Les seules pièces à fournir pour justifier le plan de financement, c'est les dépenses de personnel. Donc voilà, ça vous fait un budget global et vous pouvez avoir un maximum de 40% de ce montant de FSE. Toutefois, si, alors après, il faut faire des simulations, on vous transmettra le tableau pour voir. Il se peut qu'en fait, le forfait de 40% ne soit pas forcément euh, euh, intéressant, ne reflète pas l'ensemble de votre budget. Et dans ces cas-là, vous pouvez aussi demander le forfait de 15%. Le forfait de 15%, en fait, il calcule uniquement des dépenses indirectes. C'est-à-dire que vous allez avoir l'ensemble des postes de dépenses qui sont justifiés au réel. Donc, vous pouvez déclarer vos dépenses de personnel au réel. Donc, comme je l'ai dit, les salaires bruts chargés par rapport au temps passé. Et vous pouvez aussi déclarer donc ce qu'on appelle dans le FSE des dépenses de fonctionnement, qui est tout ce qui est frais de déplacement, de restauration, des locations de salles, voilà, enfin, un peu lié au fonctionnement du projet. Et ou des prestations externes, donc quand vous faites appel à un prestataire externe, donc sur la base de factures. Donc tout ça, vous pouvez aussi les déclarer au réel et à ça, vous adossez un forfait de 15% qui se calcule sur les dépenses de personnel et ça vous fait un budget global. Donc, ce qu'il faut, à vous de faire des simulations. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que forcément, le forfait de 15%, eh ben, il demande beaucoup plus de justificatifs. Donc, ça demande d'avoir une organisation interne assez poussée, d'être quand même habitué au FSE. Et ça, c'est quelque chose qu'on va regarder à l'instruction aussi. Donc, quel est le risque aussi que certaines dépenses soient pas éligibles et l'instructeur peut, si vous choisissez le 15%, l'instructeur peut aussi choisir, se- enfin, ne pas accepter en fait ce forfait et vous proposer du coup de prendre le 40% si on voit que le rapport temps, coût et risque n'est pas justifié. Et aussi, nous, par contre, donc même s'ils sont ouverts, ces dépenses au réel, dans l'instruction aussi, là, ce qu'on a précisé là, c'est qu'en fait, on veut bien l'accepter, mais uniquement pour des grosses dépenses, enfin des dépenses avec un montant important qui sont facilement justifiables. Donc, on va pas accepter
plein de petites dépenses liées à des petites notes de frais, quelques déplacements. Enfin, pour nous, ça, c'est pas justifié et il y a trop de risques en fait sur ce type de projet par rapport au montant global du projet. Enfin, que ça soit pas, enfin, voilà, qui à la fois pour vous et pour nous en termes de gestion soit trop lourd à gérer. Donc, on accepte vraiment si vous avez, par exemple, enfin, une ou plusieurs très grosses prestations qui permettraient en fait de justifier que le 15% soit plus intéressant que le 40% dans le cadre de votre projet. Voilà. Mais bon, encore une fois, tout ça, on y reviendra aussi au deuxième webinaire, mais vous pouvez déjà réfléchir à ce qui est le plus pertinent sur le type de dépenses que vous voulez déclarer. Oui, donc comme je l'ai dit, donc il y a deux taux forfaitaires et par ailleurs, aussi soyez vigilants à la lecture de l'appel à projet parce que donc pour les dépenses de personnel, vous pouvez déclarer des dépenses de personnel que sur des taux d'affectation fixes, c'est-à-dire que sont justifiés sur la base de l'aide de mission. Et les personnes sont affectées soit à 100% de leur temps, donc c'est vraiment des chargés de projet qui sont à 100% sur le projet, ou à taux donc mensuellement fixe, comme je l'ai dit, mais avec un minimum de 30%. C'est-à-dire que vous pouvez pas affecter des personnes qui passent moins de 30% de leur temps mensuel fixe. Enfin, c'est-à-dire que chaque mois, il faut qu'ils passent au moins 30% de leur temps de travail sur le projet. Ou sinon, ils sont pas éligibles en dépenses directes et ils rentrent dans les dépenses indirectes, en fait. Euh, et donc après, du coup, ce qui enfin, dans le cadre de la simplification, du coup, ça veut dire que c'est pour justifier les dépenses de personnel, vous devez fournir uniquement les bulletins de salaire pour justifier du salaire brut chargé, mais ensuite, et pour justifier du temps travaillé, uniquement le contrat de travail et une lettre de mission qui détaille les missions que va faire le salarié sur le projet et à quel taux il est affecté. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement et de prestations, elles doivent être imputables à 100% au projet, c'est-à-dire qu'elles doivent, enfin, voilà, elles sont à 100% liées au projet. Il ne faut pas qu'elles soient à moitié sur un autre et à moitié sur celui-là. C'est vraiment 100% en lien avec le projet. Euh, Concernant la pondération, vous pouvez aussi trouver sur l'appel à projet. Du coup, je vais redonner la. C'est Mickaël de les présenter. Oui, pardon, je cherchais le bouton pour activer le micro. Donc sur les critères, on a trois grands critères qu'on regarde, qui reprennent un petit peu les éléments qui ont été présentés plus tôt. Le premier, c'est la pertinence du projet hein, vis-à-vis des besoins, donc sur les territoires, comme je disais, et puis du potentiel d'impact au niveau national, donc le côté au moins interrégional, au moins dans deux régions, donc ça pèse pour 30% de la note. La clarté du dossier, c'est toujours important, c'est quelque chose qu'on évalue aussi, hein. C'est bien écrit, clair, bien écrit, clair, et qu'il n'y a pas trop de redites partout, voilà, que si ça nous prend une journée pour comprendre de quoi il s'agit, forcément c'est plus compliqué. La pertinence de votre proposition, de la stratégie, la qualité des modalités présentées. Alors je pense que là, il y a une erreur, c'est pas dans le programme de diffusion, c'est dans votre stratégie de changement d'échelle, hein, tout simplement. Et puis qui pèse aussi pour 30% de la note. Et le dernier point, c'est sur votre positionnement à vous, la légitimité pour porter l'action, capacité du candidat pour déployer encore une fois pas le programme, mais le projet de changement d'échelle. Donc ça pèse pour 40% de la note. Donc à l'intérieur, il y a plein de sous-critères, mais qui reprennent un petit peu ce qu'on a dit avant, hein, sur à la fois votre capacité organisationnelle, votre modèle, le fait que vous avez fait votre preuve de concept, et puis le constat sur les territoires que vous visez, la demande qu'il y a, et les preuves que vous pouvez apporter par rapport à ça, c'est des choses qu'on regarde bien évidemment. Donc ce qui est important, c'est ce qui a marqué aussi au-dessus en bullet point, hein, le niveau de maturité de l'organisation pour porter le projet, c'est quelque chose qui est un petit peu en manière transversale dans les différents critères. Le côté implication de la vise, hein, aussi sur la capitalisation. Alors, la capitalisation, c'est quelque chose qu'on regarde aussi, hein. Nous, l'idée à travers
FSE, c'est financer des projets, mais aussi faire grandir l'écosystème au global. Donc, s'il y a des actions de partage de votre expérience, expertise sur votre thématique, en plus on est vraiment sur les thématiques cibles, à d'autres acteurs, à l'écosystème. C'est des choses intéressantes pour nous, forcément, enfin pour nous, pour l'écosystème de manière globale. Donc ça, c'est intéressant de le préciser. Et puis, bien sûr, on va essayer de mesurer, ça, c'est pas forcément évident, mais n'hésitez pas à apporter des éléments sur l'effet levier du FSE, en quoi le FSE aide le projet à se déployer tout court ou plus rapidement. Ça, c'est des éléments forcément qu'on regarde. Donc, important de préciser, voilà, de pas se cantonner entre guillemets juste l'aspect technique du projet, mais en quoi le FSE apporte un coup d'accélérateur sur votre projet pour le déployer plus largement. Euh, Voilà, concernant le calendrier, donc vous avez jusqu'au 29 septembre pour déposer votre demande sur la plateforme Ma Démarche FSE+. Ensuite, il y aura une phase d'instruction par la VIS, donc à la fois le service FSE et aussi programme, et on peut aussi s'appuyer sur des prestataires. Tout ça, c'est en fonction aussi du nombre de candidatures qu'on va recevoir. Euh, et, euh, et du coup, la durée des instructions sera aussi en fonction du nombre de candidatures qu'on va recevoir. Donc, ça peut au mieux à 3 mois et voilà, au plus à 6 mois. Euh, mais évidemment, on essaie de faire au plus vite. Donc, sachant que les projets peuvent démarrer au 1er janvier 2026. Mais potentiellement, là, on vise au mieux un comité, enfin, donc l'information de la sélection ou pas, début février 2026. Euh, En tout cas, sur le premier trimestre. Ensuite, dès que le comité a lieu, vous êtes informé directement si votre projet est retenu ou pas. Vous recevez aussi une lettre de notification avec, dans le cas où c'est défavorable, les raisons pour lesquelles le projet n'a pas été retenu. Ensuite, votre projet est tenu à une convention, tout se fait sur le site Ma Démarche FSE, et qui permet le versement d'une avance, si vous le souhaitez, qui alors à confirmer, mais serait a priori de 20% du montant FSE. Et voilà, ensuite votre projet se réalise, il peut donner lieu à une visite sur place. Donc on se déplace, avise une personne de l'équipe FSE et une personne de l'équipe programme pour voilà, échanger sur votre projet, voir comment ça se passe, si le SEMAG se passe bien. Et ensuite, chaque année, vous pouvez déposer un bilan qui est tenu un contrôle de service fait et enclenche du coup un paiement sur les dépenses qui auront été déclarées dans le bilan. Voilà pour le calendrier qui est classique pour le FSE. Euh, alors, je vais terminer vite fait la présentation, on répondra aux questions. Euh, voilà, donc comme ça a été dit en fait au début par Michael, donc c'est le troisième appel à projet qu'on lance cette année. Un premier a été lancé sur le soutien des programmes de diffusion interne d'innovation et un second sur des programmes nationaux thématiques d'accompagnement qui sont tous les deux clôturés. Et c'est notre troisième de cette année. Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez contacter aussi à passer par l'adresse de standard de l'AVIS qui est l'adresse contact. Ou du coup, vous pouvez laisser votre message et on vous rappellera. Et vous pouvez aussi nous solliciter pour un temps d'échange si vous avez encore des questions suite à ce webinaire. Voilà. On va peut-être répondre aux questions. Il y avait une question sur les dépenses de personnel, si on peut intégrer des mises à disposition. Alors oui, tout à fait, je ne l'ai pas précisé. Alors c'est vrai que maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, les projets en consortium sont possibles dans le cadre du FSE.
Nous, on l'a pas ouvert encore, c'est tout récent sur cet appel à projet. Donc, vous pouvez pas encore répondre avec un chef de file et des partenaires. Mais si vous avez des salariés d'autres structures qui participent au projet, vous pouvez les mettre à disposition en dépenses directes de personnel. Et donc, en fait, elles sont justifiées de la même manière que une personne salariée, c'est-à-dire avec sur l'aide de mission, avec un taux minimum de 30%. Il faudra joindre le contrat de travail, les bulletins de salaire et aussi la preuve d'acquittement, en fait, de remboursement du coup de la part de remboursement à l'autre structure sur du coup voilà, les dépenses liées au projet et aussi joindre une convention de tripartite entre la structure qui, qui met à disposition le salarié et la structure bénéficiaire du FSE. Euh, alors, il y avait une question sur est-ce que la réalisation des objectifs dans le cadre d'un programme pluriannuel est possible d'ajuster les objectifs déclarés au moment du dépôt? Oui, tout à fait. Ben, les objectifs dans le cadre d'un projet FSE, enfin le projet FSE, prend tout à fait en compte qu'on est sur un projet, donc forcément ça évolue. Donc si les objectifs évoluent en cours de projet, c'est pas un problème. Il suffit de le signaler. Enfin, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a des bilans aussi annuels où à chaque fois on met un peu à jour les objectifs en fonction de l'avancée du projet. Alors, il y a une question pour Michael sur est-ce que si le dispositif est réservé exclusivement à des projets n'ayant jamais fait l'objet d'un essaimage, ou est-ce qu'il est également ouvert à des initiatives ayant déjà connu une première phase d'essaimage qui se sont ensuite recentrées sur leur consolidation et qui souhaitent aujourd'hui relancer une nouvelle dynamique de développement sur les 3 prochaines années? Oui, c'est tout à fait éligible. Faut juste expliquer effectivement le stop and go, la stratégie, pour qu'on comprenne les raisons où est-ce que vous vous en êtes et les prochaines étapes, hein, mais pas de problème de compatibilité avec l'appel à projet ou d'éligibilité. Si vous avez dû arrêter votre SMH et que c'est dans vos stratégies de la reprendre là, ça rentre dans ce qu'on peut financer. Euh, Ensuite, il y a une question sur est-ce que même si l'impact est prouvé sur des projets précédents, est-ce que le financement peut toutefois inclure une mesure d'impact sur les actions dans les nouveaux territoires, les SMAG envisagés? Alors, pour répondre à cette question, c'est pas impossible. Je vais essayer d'éviter la réponse de Normand. En fait, si votre projet, c'est de faire une mesure de l'impact de votre SMH et que c'est ça 100% du projet, ça va être compliqué. C'est pas le cœur de ce qu'on cherche à financer. Par contre, si vous arrivez à expliquer que, enfin, si vous expliquez que pour diffuser, par exemple, transférer votre métier, votre savoir-faire, il y a besoin de mieux évaluer et que ça fait partie du projet, que c'est une pièce au cœur de la stratégie pour accélérer votre SMH. Ça, c'est des choses effectivement qui nous semblent intéressantes, mais voilà, encore une fois, on est là pour financer des SMH et pas une évaluation d'impact. Donc, si votre projet c'est une évaluation d'impact, c'est pas le bon outil, instrument, appel à projet pour le faire. C'est une question. Est-ce que vous pouvez confirmer les dépenses de personnel ne concernent que des dépenses de salaire, donc pas d'auto-entrepreneur ou mise à disposition? Euh, alors, auto-entrepreneur, en fait, ça dépend de enfin, ce qu'il faut, c'est être en capacité de joindre un bulletin de salaire, un contrat de travail, et puis après des fiches temps. Donc, si vous avez un bulletin de salaire, voilà, c'est possible. Après, il faut que, en tas d'auto-entrepreneur, il faut que ce soit la structure. Euh, ah oui, sinon, c'est une sorte de mise à disposition, parce qu'il faut qu'en fait, il n'y a que le bénéficiaire FSE qui peut, enfin, le candidat au FSE qui peut bénéficier du FSE. En fait, il faut
question de flux financier, il faut que le flux aille dans les comptes de la structure qui est conventionnée. Après, il peut y avoir des mises à disposition de personnel, comme je disais, où du coup une structure met à disposition sur le projet des personnes, des salariés, et dans ces cas-là, il faut joindre une convention tripartite et il faut aussi du coup alors soit chaque mois, soit trimestre, chaque année, enfin en tout cas avant la fin du projet, verser l'équivalent enfin la part salariale qui est liée au projet à la structure et prouver en fait que enfin, de l'appel de fonds, enfin que ce versement a été fait. Donc voilà, à voir en fonction de la situation si c'est possible ou pas de le faire dans ce sens-là. Alors, est-ce que les actions d'accompagnement à l'essaimage sont finançables dans le cadre du FSE? De ce FSE. Alors du FSE, oui, de ce FSE, Ah, non. de ce FSE. Oui, tout à fait. De ce FSE spécifiquement, non. C'est pour ça, en fait, qu'on a présenté les autres appels à projets, avec pour stratégie globale de pouvoir financer avec un appel à projet des entreprises qui veulent déployer des projets de changement d'échelle en interne via leur département, cellule innovation, département R&D, on peut l'appeler comme on veut. Donc ça, c'est passé. Euh, un autre appel à projet pour financer les accompagnateurs de l'essaimage. Donc ça, c'est clôturé également et en cours d'instruction. Et cet appel à projet vise à financer uniquement voilà, les dépenses liées à l'essaimage des structures qui se déploient sur les territoires. Donc celui-ci n'est pas celui pour financer les accompagnateurs. Celui pour financer les accompagnateurs est déjà passé. Alors, est-ce qu'il est plutôt attendu de financer les équipes terrain qui vont aller lancer les projets locaux dans les territoires? Par exemple, cofinancer les postes des salariés sur la première ou les 2 premières années de la création d'une antenne sur un nouveau territoire, ou plutôt de financer les fonctions centrales qui favorisent l'essaimage, par exemple les fonctions commerciales qui vont aller à la rencontre des acteurs, des financeurs avant que l'équipe terrain n'arrive? Je peux commencer, tu me complètes, Oui, Kevin. oui. Mais en tout cas, cet appel à projet, il vise à soutenir le temps passé et l'effort fait au niveau national pour développer l'essaimage et pas les personnes, entre guillemets, qui déploient le projet ou l'innovation sociale sur les territoires. Donc on est plutôt sur les actions de déploiement, animation de réseau, conception, développement d'équipes pédagogiques pour aller sur de nouveaux territoires. Voilà, on peut mettre beaucoup de choses derrière, mais voilà, ce FSE, il est national, donc il vise à financer les actions nationales. Ouais. Et aussi, en fait, de notre côté, on est soumis à un devoir un peu, enfin, on est un organisme intermédiaire national, donc on doit financer des projets nationaux. Et surtout, il y a un risque, enfin, et, en cas d'audit, il y a un risque de double financement qui peut arriver, même s'il est contrôlé à notre niveau, au moment de l'instruction. On ne prend pas de risque, en fait, parce que si c'est trop local, régional, en fait, il peut y avoir un autre fonds européen qui finance les actions du coup très sur le territoire. Et donc, on n'a pas, enfin voilà, c'est pas notre périmètre de financement. En fait, il y a plusieurs. Enfin, chaque autorité de gestion a un périmètre géographique de financement et donc au niveau territoire, en fait, c'est les régions ou les NRETS qui vont financer les projets directement de leur territoire. Et donc nous, on n'a pas vocation à aller financer directement le terrain de cette manière et avec du coup le risque de double financement en plus derrière parce qu'un projet européen ne peut pas avoir deux financements européens. Il faut que le cofinancement du FSE ne peut pas être un autre fonds européen. En tout cas, pour reprendre votre sémantique à vous, c'est plutôt les fonctions centrales. Comme ça, Voilà. vous l'avez appelé dans votre question, c'est plutôt ça qu'on cherche à financer. Donc, une question de Guillaume Leroux. Nous sommes déjà soutenus par le dernier appel à projet de la VISE. Félicitations. Et est-ce qu'on peut être éligible à ce nouvel appel à projet, même si le projet n'est pas bouclé, avec un chef de file différent? Euh, Tu veux répondre, Mickaël? Je suis pas certain de comprendre ce que vous mettez derrière chef de file différent. Enfin, pour moi, ça fait C'est écho à pas une la question. même structure qui va répondre, c'est ça? Oui. Euh, Bah après, rien ne vous en empêche, hein. Enfin, les appels à projet, enfin, toute structure peut candidater à un appel à projet. Bah, nous, ce qu'on va faire attention, c'est évidemment le double financement. Donc, il faut
faut pas que ce soit les mêmes personnes ou les mêmes, enfin, mêmes actions, enfin, surtout s'il y a un chevauchement sur les années, ou alors démarrer votre projet un peu plus tard pour que ce soit en continu. Euh, et après, alors je sais plus très bien si on l'a mis dans cet appel à projet, mais c'est vrai que c'est un point quand même enfin un élément qui est pris en compte par le comité au moment de la sélection, de voir enfin, deux projets de qualité égale, voilà, de plutôt privilégier peut-être un projet qui n'a pas encore eu de FSE via nous. Mais bon, ça dépend du nombre de projets, des candidatures, de la qualité des projets, donc c'est pas un élément rédhibitoire, mais on regarde évidemment. Euh, Après, que ce soit un autre chef de file ou le même, ça, c'est pas, enfin, ça peut être la même structure hein, qui candidate. Nous, après, on regarde vraiment les salariés qui sont affectés au projet pour pas qu'il y ait de double financement. Et puis, la nature des actions, si elles sont trop similaires, enfin voilà, si pareil, hein, il y a un chevauchement, enfin, elles ne seront pas éligibles. Bah, bon, enfin, je répète un petit peu ce que tu as dit, Solène, Mm. mais effectivement, on va regarder le plan de financement, s'assurer qu'il n'y ait pas 2 années qui se croisent avec les mêmes personnes. Si c'est en complément pour remettre un coup d'accélérateur, aller un cran plus loin, changer les stratégies aussi, hein, ça peut être le cas. Vous avez fait de la duplication, vous voulez lancer en fertilisation sur la base des enseignements, peut-être de la première phase d'essaimage avec le premier FSE. Bon, bah, c'est des choses qui sont tout à fait entendables. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est voilà, c'est pourquoi vous sollicitez le FSE par rapport aux enseignements du premier et le plan de financement qui fait bien la jointure et pas doublon avec le premier. Mais sur le papier, c'est pas du tout impossible. Alors, une autre question sur la duplication. Est-ce qu'on peut s'inscrire dans la partie duplication lorsque la stratégie d'essaimage ne repose ni sur un modèle de franchise, ni sur un développement en propre, mais sur des partenariats avec des établissements scolaires? Dans notre cas, il s'agit d'un programme de mentorat des jeunes ruraux accompagné d'interventions en milieu scolaire. La structure porteuse pilote directement l'action, mais ce sont les partenariats avec les établissements qui rendent l'action possible. Ils permettent de recruter des jeunes et d'animer des ateliers sur de nouveaux territoires. Oui, alors j'ai cité effectivement quelques exemples pendant la présentation pour que ce soit plus clair, concret, au-delà de l'écriture qu'il y a dans l'appel à projet. Après, on est ouvert sur les stratégies, on n'est pas là pour piloter vos stratégies. L'idée, c'est que ce soit pas trop enfermant. Donc, si donc contournez pas vos stratégies pour dire comme ça, pour rentrer dans les cases de ce qui est écrit ou de ce que j'ai précisé là pendant la présentation. Si c'est ça votre modèle, qu'il a fait ses preuves et qu'il y a un impact sur le territoire, c'est ça qu'on va regarder. Voilà, qu'il y a une action sur le territoire, que ce soit vous qui portiez ou que via votre méthode, vous transfériez ce savoir-faire ou que vous agissiez en coopération avec d'autres acteurs pour transférer un savoir-faire qui a un impact en ruralité. Voilà, nous on a juste besoin de bien comprendre le modèle, pourquoi c'est ça qui est intéressant et vos choix finalement, et comment vous allez le déployer sur nouveaux territoires. Après, nous, on va pas juger sur, on a une préférence sur la duplication franchisée par rapport à la fertilisation. On n'a pas, entre guillemets, notre mot à dire sur le fond du sujet, mais on a besoin de comprendre votre choix, la stratégie, et on va évaluer si elle nous semble pertinente et si elle est robuste. C'est plutôt ça. Est-ce que vous nous conseillez de postuler à cet appel à projet si on a déjà postulé au précédent clôture en avril? Alors nous, on n'a pas de, enfin pour le coup, comme je disais, vous êtes à vous de juger, enfin d'estimer si c'est pertinent ou pas de postuler à cet appel à projet. Mais toute candidature, évidemment, là, enfin voilà, enfin, vous avez tout à fait le droit. Parce qu'en plus après, c'est pas le même appel à projet, donc j'imagine que c'est pas non plus le même projet. Sinon, c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui n'était pas forcément enfin, le bon angle par rapport à votre projet sur l'appel à projet. Euh, Comme je disais, enfin, à ce stade, nous, on ne peut pas s'avancer, donc ça dépend des nombres de candidatures, de la qualité des projets. Enfin, évidemment que c'est un élément ensuite qui sera pris en compte, et puis surtout que la sélection bah, notre appel à projet Programme national d'accompagnement qui se termine en avril bah, va se faire plutôt plus tôt que celui-ci. Donc, ça donnera lieu aussi à un échange, certainement. Mais enfin, Oui, voilà. là où ça jointe un petit peu, c'est que donc on a dit qu'on a un appel à projet pour financer des accompagnateurs qui vont accompagner des porteurs de projets, et celui-ci c'est pour financer les projets eux-mêmes. Effectivement, on voit bien qu'il y a des stratégies ou des projets de manière à pouvoir
essaimer leur innovation sociale, leur projet sur de nouveaux territoires, vont accompagner des porteurs de projets et créer une fonction incubation, ou on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, voilà, peuvent émarger un peu des deux côtés en fonction de comment on voit par quel prisme on aborde le sujet. Nous, on a juste besoin de comprendre ça, que ce soit bien expliqué, la différence. Parce que nous, enfin voilà, faut aussi nous faciliter entre guillemets le travail de comprendre la lecture par rapport à notre appel à projet qui la vise à financer des porteurs de projets qui SM. Donc recontextualiser pourquoi vous répondez à cet appel à projet et comment vous êtes organisé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une limite pour des cofinancements publics? Donc, il n'y a pas de limite de cofinancement. Enfin, là, dans l'appel à projet, il met une limite de FSE, donc qui est 40% maximum du projet. De cofinancement, enfin voilà, il faut que vous ayez au moins 60, enfin non, pas, parce que ça peut être des fonds propres aussi, donc il faut juste que vous ayez, apporté un complément financier correspond à 60% du projet, donc ça peut être des cofinancements publics, mais ça peut aussi être des cofinancements privés ou ça peut être des fonds propres. Et par contre, en termes FSE, il faut quand même justifier de l'effet levier du FSE sur votre projet. Donc, il ne faut pas que le taux FSE soit trop, enfin, il faut qu'il soit aussi suffisamment important pour justifier de l'effet levier. Donc, un projet où il y aurait 10%, enfin, le porteur demande 10% de FSE, c'est sûr que ça questionne et ça joue pas forcément en faveur du projet. Donc, qu'il y ait au moins 20% de FSE sollicité. En gros, hein, enfin, c'est pas. Ça, c'est pas écrit, mais c'est nos références à nous. Est-ce qu'il faut que les financements complémentaires au FSE soient acquis au moment du dépôt? Non, ils ne sont pas obligatoirement acquis. Alors après, si vous êtes déjà dans des démarches et des échanges, c'est toujours bien de, voilà, vous pouvez joindre un mail, enfin, ou euh, Euh, enfin voilà, en tout cas, préciser dans le dossier où vous en êtes, qui vous avez sollicité, mais si la convention en tout cas n'est pas signée, ça c'est pas un problème. Mais c'est sûr que ça valorise toujours le projet s'il y a des cofinancements en face qui montrent du coup l'intérêt de cofinanceurs pour soutenir le projet. Vous avez des lettres d'intention, d'autres choses comme ça, vous pouvez tout à fait les joindre aussi, c'est très bien. Alors, l'essaimage peut bien se faire au sein du réseau de la tête de réseau. Ouais, là, il faudra rentrer un peu plus dans le dossier pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Nous, le point de vigilance, c'est si votre projet, c'est s'aimer une méthode, un savoir-faire, enfin, si on est quelque part à remplacer un peu fonction tête de réseau, d'animation de son réseau, professionnalisation, ce genre de choses. Effectivement, c'est pas ce qu'on cherche à financer. Désolé pour mon chat qui passe devant l'écran. Euh, mais voilà, encore une fois, on est sur des financements de projets qui se déploient sur deux défis, économie circulaire et ruralité. Si votre réseau est le bon canal pour déployer ça, que c'est justifié, pas de souci. Il faut juste bien l'expliquer et nous expliquer aussi pourquoi, dans ce cas-là, enfin, en quoi vous faites le choix de le faire de manière un peu fermée, pour le dire comme ça, au sein de votre réseau. Si c'est en lien avec la stratégie et que c'est clairement apporté, on n'aura pas enfin, voilà, c'est pas du tout fermé de notre côté. Mais là, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail pour bien comprendre ce que vous mettez derrière. Alors, j'ai bien vu la question sur le 15%. Je vais y revenir. On va juste d'abord répondre à la question de Laurent Bouillet sur est-ce que vous avez un premier niveau d'évaluation d'impact des bénéficiaires du précédent programme et en tirez-vous des préconisations pour ce nouveau programme? Euh, Alors, évaluation d'impact, il peut y avoir à deux niveaux. Là, c'est les bénéficiaires, donc c'est les bénéficiaires des actions. Je veux bien une précision de la question. On parle des bénéficiaires à notre niveau, c'est-à-dire les porteurs de projets qui ont déposé un dossier, ou on parle des bénéficiaires des actions des projets qui ont déposé un dossier. C'est peut-être un peu méta, mais alors, sur le 15%, donc du coup, il faut... j'ai vu autre, voilà, qu'est-ce que j'ai fait?
Donc, ce qu'il faut, c'est faire une simulation déjà pour voir si une 15% peut être pertinent, parce que si au final vous avez le même coût total éligible en utilisant le 40 que le 15, c'est pas, enfin, je conseille évidemment pas de prendre le 15%. Ensuite, donc sur le 15%, vous déclarez au réel les dépenses de personnel. Si vous avez des dépenses de fonctionnement au réel, donc là j'ai mis un exemple, 30 000 euros. Et si vous avez des prestations externes, au réel également, 40 000 euros. Donc quand je dis au réel, c'est que ensuite ça doit être justifié sur la base de pièces comptables pour justifier du montant réel qui a été affecté au projet et qui est calculé du coup sur du montant réel. Et donc, vous faites la somme. Et donc, ensuite, le forfait de dépenses indirectes, donc 18 000 euros, c'est 15% uniquement des dépenses de personnel, 15% des 200 000 euros. Et ensuite, le coût total, ben, c'est la somme de l'ensemble des postes de dépenses. Et le 115 000 euros, c'est 40% du montant du coût total éligible, donc 40% des 288 900 euros. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Euh, Et peut-être on voilà. va aller envoyer qu'apprécier la question. Donc, on parle bien de l'évaluation sur les projets eux-mêmes et les dynamiques d'essaimage, si ça a bien fonctionné, s'il y a des facteurs clés de succès. C'est un peu trop tôt pour répondre là, puisqu'on est en plein au milieu des opérations. On n'a pas visité tout le monde. Enfin, peut-être Solène, tu as plus de visibilité sur l'aspect financier, mais sur l'aspect stratégie essaimage, j'ai eu des retours à droite à gauche, mais pas assez pour faire une évaluation précise et apporter un regard, on va dire, objectivé. Non, je sais pas. Enfin, voilà, il a démarré globalement vraiment cette année et là, on n'a pas encore Enfin, on va avoir vraiment là, avec les premiers bilans, des retours objectifs sur les premières actions réalisées. Ouais. Et effectivement, je m'excuse, il y a une erreur de formule sur la partie dépenses indirectes. 15% de 200 000 est bien 30 000 euros. Voilà, je vais corriger ça. Oui, désolée. Je crois qu'il y avait une question aussi sur le chat. Alors oui, les questions dans le chat, merci de les mettre plutôt dans le question-réponse. Non, j'en vois pas. Ah, ok. Elle a été répondue. Ok. Bon, bah voilà, s'il n'y a pas plus de questions, on espère que c'était clair pour vous. Et, et puis, bon, Du coup, il y aura le replay du webinaire qui sera disponible a priori. Encore une fois, si vous avez des questions complémentaires, on peut y répondre. Par contre, voilà, pour, peut pas y passer un temps extensif non plus, donc n'hésitez pas à préciser les questions complémentaires que vous avez dans l'objet de votre prise de contact pour nous aider à nous organiser et vous répondre au mieux et pas répondre à des questions qui auraient déjà été traitées. Voilà comment on vous propose de s'organiser pour les prochaines étapes. et puis on vous souhaite un bel été quand même. Et voilà, à la rentrée, vous avez Merci jusqu'à tout. fin septembre du coup pour répondre à l'appel à projet. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Bel été, à bientôt.